maintenant, est-ce que vous saviez que 70% de notre système immunitaire réside dans notre intestin? Et c'est ce qu'on va comprendre là tout de suite, dans la prochaine conférence, qui présente l'importance du microbiote intestinal dans la régulation de notre système immunitaire et l'impact des choix de vie sur celui-ci. Alors la conférence qui suit, tout de suite, est réalisée avec le soutien des laboratoires Botu. Elle est présentée par Dr Karim Louali, également mon professeur de micronutrition. Alors Dr Louali est médecin-chercheur et spécialiste en micronutrition et médecine intégrative. Il est enseignant et maître conférencier. Sans plus tarder, Dr Louali, je vous cède la parole. Merci. Je tiens vraiment à saluer la belle transformation de ma consoeur, qui a commencé d'abord par admettre qu'il faut être à l'image de son métier et pas faire la même chose. Donc, le pouvoir de notre intestin, vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai été très touché par ce sujet parce que la pandémie Covid est passée par là. Et on a perdu des proches, on a failli perdre des proches. J'ai failli perdre des êtres très chers, parce que j'ai dû hospitaliser ma femme enceinte, mon père et ma mère en même temps dans la même semaine. Avec des cas graves, qui m'a vraiment poussé à réfléchir. Et j'avais fait des travaux de recherche sur ce sujet-là, comment puis-je aider mes patients. Parce que là, je vois le protocole thérapeutique classique pas marcher. Comme l'a si bien dit Didier, il y a des prédispositions, des gens qui résistent bien au traitement, qui sont porteurs sains, qui n'ont rien. Il y en a d'autres qui s'aggravent, puis le microbiote n'est pas très loin. Et puis, on a trouvé quelques solutions qui ont sauvé les gens miraculeusement dans le microbiote, certaines molécules extraordinaires, comme la énergétique-cystéine, qui a donné de très très bons résultats dans la prise en charge des pathologies pleuropulmonaires qu'on va voir ensemble. Donc, bien sûr, on va faire un petit rappel sur la naissance du microbiote et des facteurs influençant son développement. Très important à savoir et de connaître que ça commence bien avant la conception, bien avant la naissance. On va parler des 1000 premiers jours que je trouve capital. Puis, le microbiote est le premier rempart contre les agressions. On a 160 mètres carrés de surface d'échange, 100 000 milliards de bactéries. Si on les traite bien, ils nous le rendent bien. Et puis, on va parler de ce microbiote et de cette régulation immunitaire. Puis, on va parler des deux types de réponses immunitaires inadaptatives et leur lien avec le microbiote. Et puis, il ne suffit pas de prescrire n'importe quelle bactérie. Alors là, j'insiste toujours sur ce sujet, on est des scientifiques. Et on se base sur des évidences scientifiques. Donc il nous faut des souches qui sont prouvées qui ont des effets positifs sur la santé. Prouvées, brevetées, numérotées. Et moi, je vous dis, au Maroc, il n'y a que 2 ou 3 laboratoires qui ont ça. Donc faites attention quand vous donnez du conseil. C'est des souches dépendantes et c'est des souches qui sont brevetées. Je vais vous raconter cette histoire. En fait, comment on appelle un probiotique, que pas tous les compléments alimentaires ont cette terminologie de probiotique. Et puis, on va parler microbiote et infection. Et je vais vous parler d'une souche assez spécifique que j'ai trouvée extraordinaire qu'on a aujourd'hui au Maroc qui s'appelle le Lactobacillus johnsoni. Et vous allez voir que le laboratoire qui l'a importé la place dans l'immunité. Mais moi, quand j'ai fait de la recherche dessus, je trouvais qu'il avait des pouvoirs incroyables. Aujourd'hui, je l'utilise dans pas mal de pathologies. On va voir ça ensemble avant de conclure. Alors, 100 000 milliards, et là, je me pose toujours une question. Je dis, qui vit avec l'autre et qui utilise l'autre? Oui, on est à 90% bactériens. Et donc, finalement, c'est eux qui nous utilisent. Et donc, certes, c'est essentiel pour la digestion, mais oui, on a compris, toute notre immunité se trouve dans notre intestin. Et j'insiste sur les 1000 premiers jours. C'est une fondation solide, et un cher professeur, le professeur Bourg, très académique, qui est old school, et qui n'arrête pas de parler des 1000 premiers jours. Moi, je le comprends très bien, parce que parfois, il y a des bases qu'on ne peut jamais oublier. Pourquoi les 1000 premiers jours sont importants? Alors, d'abord, le rôle du microbiote, on le connaît tous, aide à digérer, fabriquer certaines vitamines, B-K, nourrit la muqueuse intestinale pour contribuer au maintien de son intégrité, et toute la nutrition de la muqueuse, c'est une
perte d'étanchéité, mais c'est surtout des échanges perturbés qui peuvent créer des catastrophes dans la santé. L'inflammation pas grave va se propager, on peut tout avoir. Un syndrome d'intestin irritable, thyroïdie, psoriasis, des maladies auto-immunes, des dépressions. Donc ça, vous le savez tous, une neuroinflammation, c'est que si on passe la barre hématoménagée, détourne le tryptophane et on se retrouve avec des dépressions. Et les études sont claires. Si la dépression est 5 à 10% de la population, quand il y a une inflammation, ça va jusqu'à 40%. Dans l'obésité, ça va jusqu'à 40%. Et tout baisse de l'inflammation a une répercussion directe sur les symptômes de dépression. Donc ici, c'est l'inflammation pour gagner sur le terrain dépressif. C'est très important à savoir. Donc cette étanchéité est importante. Et bien entendu, aujourd'hui, on va s'intéresser à un des 4 piliers du microbiote intestinal, qui est tout simplement le rôle immunitaire du microbiote. Et donc, les 1000 premiers jours. Qu'est-ce que les 1000 premiers jours? Eh bien, ça va de la période alors de la conception à l'âge de naissance. Tout se joue au niveau de ces 1000 premiers jours. C'est 3 ans au cours desquels le microbiote se forme, se diversifie et se stabilise. Et c'est durant cette période que nous posons les bases de 80% de notre immunité. Et bien entendu, c'est un dialogue bidirectionnel. Chacun a besoin de l'autre. C'est le microbiote intestinal qui intervient dans le développement du système immunitaire et vice-versa. Le système immunitaire, il est aussi impliqué dans la maturation du microbiote intestinal. Et donc, c'est un double sens. Alors, bien sûr, plusieurs facteurs peuvent influencer ce développement. Alors, je vais dire, rien ne remplace la nature, même dans la vie de chaque jour. D'abord, 2 choses essentielles, le mode d'accouchement et l'allaitement maternel. Vous savez, voie basse, les premiers bactéries qui colonisent, c'est les lactobacilles et les bifidobactéries, c'est les entérobactéries et les clostridies, ça n'a rien à voir. L'allaitement maternel, pareil. Ensuite, c'est la diversification alimentaire qui prend le dessus, et là, c'est une alimentation solide, une alimentation riche en fibres, et en dernier lieu, je termine, pas des moindres, les animaux de compagnie et la nature. C'est important. Il y a une très belle étude qui a été faite en Finlande. Ils ont pris une crèche, ils ont partagé les enfants en 3 groupes. Un groupe, ils les ont laissés dans la cour classique de la crèche, c'est-à-dire caoutchouc, bois, et balançoires en métal, etc. Un groupe, ils ont installé une ferme à l'intérieur de l'école, du foin, du sable, du fumier, et un groupe, ils les ont emmenés à la forêt. Et ils ont analysé 1 mois après le microbiote de ces bambins. Alors imaginez en 1 mois, que ce soit le groupe pour lequel on a installé la ferme dans l'école ou le groupe qui est à la forêt, ils ont développé une flore anti-inflammatoire. C'est incroyable. En 1 mois. C'est-à-dire aujourd'hui, on comprend que nous, on est mal bâtis, nous qui vivons dans la ville, on est défavorisés. Parce que vous partez, vous faites du tourisme, vous partez au bled, et dans la route, vous rencontrez des enfants pieds nus avec des joues toutes rouges, en pleine santé, ils ne sont même pas vaccinés, des fois. Alors que vos enfants, dès que vous mettez à la crèche, c'est l'aller-retour chez le pédiatre avec les infections à répétition. Donc aujourd'hui, la communion avec la nature crée un microbiote qui est sain et attention. Attention, qu'avec la crise Covid, on se retrouve à avoir des antiseptiques partout à la maison. On avait l'histo. Non, de grâce. C'est de la saleté propre. Il faut la toucher. Il faut laisser vos enfants faire leur propre immunité. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a d'abord ce fameux traitement médicament. Vous allez voir, les antibiotiques, avant 2 ans, sont dévastateurs. C'est une catastrophe pour le microbiote, les antiacides, les inhibiteurs de pompe d'hypotent. L'accouchement par césarienne, puis l'allaitement par le lait maternisé, tout ça sont des facteurs qui peuvent nuire à cette période. Et donc il faut faire attention. Alors, on parle des antibiotiques avant l'âge de 2 ans. Oui, il ne faut pas se leurrer. Les antibiotiques ont sauvé des vies. On est passé de quelque chose comme 60% de morts par infection à 2-3% à 5% en fonction des pays, développés ou pas. Mais attention.
un antibiotique, c'est pour traiter les bactéries. Chez les enfants, il faut toujours protéger l'intestin et toujours donner le spectre le plus étroit possible. Parce que les études sont claires là-dessus et la bibliographie est longue comme un bras, je vais vous la faire voir. Donc, l'utilisation précoce des antibiotiques, c'est plus de midi. 4 à 6% de plus pour chaque cure d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans. C'est plus d'obésité, c'est plus d'allergie alimentaire, c'est plus de diabète type 2 et c'est plus de cancer. On va aller même plus loin que ça. La stabilité à court terme du microbiote intestinal est diminuée chez les enfants traités par antibiotiques qu'on voit très très bien dans cette étude. Vous voyez qui est en mauve, eh bien, ce sont les patients traités par antibiotiques et en vert, ce sont ceux qui ne sont pas traités et qui on voit très très bien qu'il y a une très grande différence de stabilité, mais je peux aller plus loin que ça. Sur cet échantillon, 39 enfants, 11, on a trouvé chez eux des gènes de résistance aux antibiotiques avant même qu'ils prennent des antibiotiques dans leur vie. Et c'est très grave. Oui. C'est des mamans, c'est l'antibiothérapie au cours de la grossesse, en périnatale, qui ne sert absolument à rien. Et puis, encore, c'est certains compléments alimentaires qui ne sont pas adaptés. Je n'ai pas cité de nom, mais aujourd'hui, on crée des probiotiques qui résistent aux antibiotiques. Il ne faut pas les prescrire aux enfants. Donc il faut choisir les bons laboratoires qui font de la recherche et développement qui publient. Donc demandez toujours, quand vous avez un délai qui se pose, quel est votre pourcentage de recherche et développement? Combien de chercheurs vous avez à plein temps? Et montrez-moi vos publications. Ce sont les 3 choses que vous demandez aux délégués quand ils posent des probiotiques sur le bureau. Très important. 3 choses. Et donc, oui, pareil. Oui, pareil, hein, pareil. Vous pouvez se ficher, c'est un complément alimentaire. Je suis désolé, hein, un complément alimentaire, vous pouvez dire non, voilà, celui-là il est plus adapté, il est plus efficace. Et croyez-moi, hein, de toutes les conférences que je fais, hein, on est à la 5e, 6e année, Didier, le DU de micronutrition. Oui, 6 ans. Les 3/4 de la classe, c'est des pharmaciens, c'est des plus assidus. N'est-ce pas? On commence à avoir des spécialistes qui comprennent, on commence à avoir des dermatos, des endocrinos, des rhumatos, mais les 3/4 de la classe, c'est des pharmaciens. Hein, donc, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. D'ailleurs, Madame Aïcha, elle est où? Elle est partie. Tiens, je la retrouve partout. Je vois que là, elle est là. Bon, l'exemple type d'une pharmacienne militante qui partage et qui fait tout pour la formation continue. Alors, microbiote intestinal, premier rempart contre les agressions, et donc la barrière épithéliale est un lieu clé où s'établit un véritable dialogue entre l'immunité et l'hôte. Il faut comprendre que cette coexistence pacifique est très importante, parce que c'est ça qui est garant qu'il n'y a pas un envahissement de notre corps de mauvaises choses. En fait, ce 100 000 milliards de bactéries vivent avec nous, il faut qu'on les traite bien, pour qu'ils nous rendent bien. Et donc, la barrière intestinale est la clé de cette cohabitation, parce que ce mucus épais qui est sécrété par les bactéries dans la lumière intestinale, il va puiser les ressources nutritives dans ce que nous mangeons, et il va nous protéger contre les bactéries pathogènes pour qu'ils ne passent pas de l'autre côté, et pour garder cette étanchéité intestinale. Et donc, c'est un équilibre qui règne dans cette muqueuse intestinale qui est très très important pour notre immunité et la perturbation d'un seul de ces maillons qui va entraîner une série de processus inflammatoires qui va être néfaste pour la santé. Alors, on a parlé du mode d'accouchement de l'allaitement maternel, très important à savoir parce que le lait de la maman est un miracle de la nature. Ça contient des lysosomes, ça contient des immunoglobulines A, ce sont des anticorps situés à la surface de la muqueuse intestinale, ça contient de la caséine kappa. Et là, c'est très très important, dans les produits de dégradation, on peut entrer en compétition avec les pathogènes au niveau des récepteurs de cellules épithéliales intestinales chez les enfants allaités. Ça contient de la lactoferrine, dont le produit de dégradation est un peptide antimicrobien à action bactériostatique et bactéricide. Et ça contient des fructanes, des prébiotiques, qui favorisent la croissance des meilleures bactéries d'immunité que sont les bifidobactéries et les lactobacilles. Et quand on les maternise,
ça va promouvoir les entérocoques et les entérobactéries. Donc déjà, rien que devant le lait maternel, on a tout ce on peut tout faire passer par le lait maternel. Par exemple, dans la dermatite atopique, le lactobacillus rhamnosus, s'il est donné au dernier trimestre de la femme enceinte et durant les 6 premiers mois de l'allaitement, ça réduit le risque par 2. Et ce risque, il est prolongé 4 ans. De dermatite atopique, même chez les familles à risque. Moi, j'ai eu des enfants qui ont dû se faire opérer de malformations et on les a opérés sans prise d'antibiotiques, juste en supplémentant la maman de probiotiques. Mais bien sûr, c'était des enfants qui étaient allaités. Ils ont très bien cicatrisé, ils ont pas fait d'infection. D'ailleurs, on peut aller même plus loin que ça, et c'est sur les animaux. On travaille avec une collègue chez les éleveurs et les producteurs d'œufs, les poules pondeuses, et le fait de substituer dans leur nourriture les antibiotiques par les probiotiques n'a pas impacté la productivité, même que les poules tombent moins souvent malades, sans leur donner des antibiotiques. Donc aujourd'hui, pensez à donner des probiotiques avec la supplémentation alimentaire qu'on donne à la maman. Vous allez rendre un grand service aux enfants et aux bébés, et même durant l'allaitement. Donc, encouragez vos patientes à allaiter parce qu'il n'y a pas plus grand miracle que l'allaitement maternel. Alors, le rôle du microbiote intestinal dans la régulation immunitaire est aussi très important parce qu'il agit au niveau des tubes d'immunité, que ce soit inné, que ce soit adaptatif, par ces fameuses bactéries segmentées filamenteuses, qui sont des bactéries commensales, identifiées d'abord chez les animaux, ensuite chez l'homme, grâce aux outils moléculaires, et qui sont nécessaires à la maturation de la barrière immune-intestinale et pulmonaire. La relation intestin-poumon, on va la voir très souvent aujourd'hui, et qui induisent la production de ces fameuses IgA qui activent les lymphocytes pro-inflammatoires et régulateurs. Et puis, ça a un effet protecteur dans le diabète type 1, les pneumopathies, et puis quand certaines infections bactériennes et parasitaires. Et donc, ils peuvent exercer à ces fameuses bactéries, c'est le début de l'immunité, ils peuvent exercer un effet négatif en favorisant le développement de pathologies auto-immunes dans des modèles d'arthrite et d'encéphalite auto-immune. Vous avez vu cette arme à double tranchant? En fait, oui. C'est ça le corps, c'est un équilibre. Quand on parle de stress oxydatif, on a besoin d'un peu de stress oxydatif. Parce que c'est ce qui nous permet de faire la phagocytose. C'est ce qui nous permet de liser les mauvaises bactéries. Mais on a besoin à un degré santé. Si on dépasse, on fait de l'oxydation, on crée des problèmes. Donc c'est ça, l'homéostasie, l'équilibre du corps, ça rejoint l'équilibre du microbiote. Alors, 2 types d'immunité, on va faire des petits rappels. Innés, sont les cellules lymphoïdes innées. Et là, ce sont les lymphocytes qui ne possèdent pas de récepteurs d'antigènes spécifiques, on les regroupe en 3, les ICR, les 2 et les 3. Et le microbiote serait nécessaire au développement et aux fonctions de ces cellules lymphoïdes innées, de ces lymphocytes, qui sont les principales sources intestinales d'IL-22, une cytokine centrale pour la production de protéines antimicrobiennes. Alors, qu'en est-il de l'immunité adaptative? Pareil, ce sont les lymphocytes T dont la maturation stimule la production des peptides antimicrobiens par l'épithélium intestinal. Et ils permettent aussi la synthèse des CD4 régulateurs qui ont une action anti-inflammatoire. Et donc, ils contribuent au développement du tissu lymphoïde secondaire de l'intestin où sont stockés les lymphocytes de réserve. Et puis les lymphocytes B, le microbiote intestinal assure par la voie des IL-17 le passage des IgA sécrétoires à travers la muqueuse intestinale pour rejoindre la lumière et neutraliser les toxines et les bactéries. Et donc, il s'établit un état inflammatoire physiologique sous l'influence du microbiote intestinal. Et on parle d'inflammation physiologique. Quand ça dépasse la limite, ça devient pathologique et ça crée des problèmes. Et vous avez vu, c'est un système qui est complexe, qui commence par les bactéries filamenteuses, et puis qui fait tout un système de lymphocytes P, de CD4 qui nous protège et qui protège notre corps. Donc, la stimulation des réponses immunitaires innées adaptatives, il y a plusieurs études qui ont mis en évidence l'intérêt d'une modulation ciblée du microbiote intestinal dans la prévention des infections respiratoires. Et donc, ils peuvent moduler la fonction immunitaire et améliorer la qualité de vie. Et la prise de pro et de probiotiques contribue à une meilleure résistance contre les infections et diminuer la morbidité. Donc, quel probiotique,
qu'est-ce qu'un probiotique, avant de rentrer dans les détails de l'infection bronchopulmonaire. Et donc, on appelle probiotique tout composé, tout micro-organisme vivant, quand il y a une concentration appropriée de sources spécifiques qui ont une preuve scientifique qui apporte un effet bénéfique à la santé de l'hôte. Et ils sont recommandés pour renforcer le système de l'hôte, pour favoriser la guérison de certaines maladies. Les indications sont nombreuses. On peut les utiliser pour enrichir notre microbiote, pour rétablir rapidement un microbiote sain déséquilibré par une antibiothérapie par exemple, pour inhiber la prolifération de mauvaises bactéries, de micropathogènes tels le Candida albicans. Ça peut améliorer le métabolisme du cholestérol. Ça peut nous aider à synthétiser certaines vitamines B2, B8, B9 et K, optimiser la fonction immunitaire, améliorer la constipation chronique, prévenir les diarrhées post-antibiothérapie à retard et les gastroentérites, améliorer la tolérance digestive, la tolérance au lactose, puis améliorer la détoxication des grénobiotiques. Et là, j'en parle pas assez. Aujourd'hui, tous les métaux lourds qu'on a partout, je parle du cadmium qui prend la place de votre calcium partout. Pourquoi je dis le cadmium? Parce que c'est le plus dur à éliminer. Il n'y a presque pas d'élimination. Il reste là. Il n'y a pas d'élimination ni fécale ni rénale. Et il prend la place de votre calcium partout. Et ça va vous rendre les dents fragiles, les os fragiles. C'est une catastrophe avec les grénobiotiques. Et on parle de pro-santé. On parle de probiotiques. Contrairement aux antibiotiques, donc les probiotiques, c'est des antibiotiques naturels, ils vont montrer la voie au corps pour se défendre lui-même. Alors, ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche ardue, et donc les bons laboratoires qui nous donnent les bons produits souffrent pour nous trouver les bonnes molécules. Moi, je n'arrive pas à le dire. D'ailleurs, c'est tellement difficile que les chercheurs leur donnent leur nom. Quand on parle de Saccharomyces boulardii, c'est Henri Poulard. Quand on parle de Lactobacillus rhodioides, c'est Gérard Reuter. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est une série d'étapes que j'essaie de vous simplifier. D'abord, première étape, c'est identifier le génome et lui donner un nom et un numéro de souche. Ensuite, réduire les candidats en fonction de leurs propriétés bénéfiques pour la santé, c'est-à-dire antipathogène, anticholestérol, régulateur de transit, anti-hélicobacter pylori, anti-candida, etc. Et ensuite, c'est une innocuité totale, pas de résistance, pas d'effet indésirable. Et à la quatrième étape, c'est la plus importante, je vais valider ça par des essais cliniques sur l'homme. Et c'est quand ça réussit que je peux lui donner le nom de probiotique. Donc, importer des sources de lait, les mettre dans les gélules et venir les présenter, ça ne s'appelle pas un probiotique, ça s'appelle un complément alimentaire à base de bactéries. Aussi simplement que ça. Oui. S'il n'y a pas un nom, un prénom, un numéro de souche, ce n'est pas un probiotique. C'est comme l'être humain, c'est la carte d'identité nationale. Et en dernière étape, eh bien oui, il est vivant, à dose efficace, et c'est là qu'on le dépose dans la Banque internationale des souches microbiennes. Et aujourd'hui, au Maroc, il y a 3 ou 4 laboratoires qui le font, Pilège, Biocodex, ils sont connus. Botu, Cooper, 3 ou 4. Et d'ailleurs, ils le mettent sur la boîte. C'est important. Donc, c'est ça, l'évolution. Et donc, par exemple, on va parler aujourd'hui du Lactobacillus johnsoni, c'est le genre Lactobacillus espèce johnsoni, et la désignation alphanumérique unique, c'est le numéro et l'identification 56. On peut avoir 36 000 Saccharomyces boulardii, mais ce n'est pas celui pour lequel l'étude a été faite. C'est celui pour lequel on a eu le brevet, on l'a déposé dans la banque de souches identifiées. Qu'est-ce qu'un prébiotique? C'est tout simplement leur nourriture visible qu'on doit manger pour prendre soin de cet écosystème qu'on trouve dans les bananes, les asperges, l'ail, l'oignon, les salsifis, la pomme de terre cuite et refroidie, les fruits forts, la particulière. Bien sûr qu'il faut éviter quand on a un syndrome d'intestin irritable, parce qu'on ne digère pas les fruits de marque. Quand on traite un syndrome d'intestin irritable, on donne des probiotiques et pas des prébiotiques. Donc faites attention avec ça. La notion symbiotique, aussi simplement que ça, c'est l'association des deux. C'est un complément qui contient et des probiotiques et des prébiotiques. Et pour finir, un postbiotique, nouvelle notion, eh bien oui, ce sont des facteurs solides, produits ou métaboliques, qui sont sécrétés soit par la bactérie vivante, soit qu'une fois qu'elle est morte, par l'île bactérienne,
Donc vous avez vu que ces bonnes bactéries, même quand elles crèvent, elles nous rendent service. C'est incroyable. Donc on le voit avec l'acide colanique, avec l'Escherichia coli. En fait, l'acide colanique est un métabolite de longévité. Les études ont prouvé que ça augmentait les télomères de longévité pour vieillir en bonne santé. Et donc ça, c'est dû à un postbiotique. Donc, oui. Alors, probiotiques et immunité. Je vais vous parler de deux études assez sympathiques pour montrer la relation entre les deux. Bien sûr, je vais commencer par celle des étudiants. Pourquoi? Parce que, vous savez, ça mange mal au campus, ça stresse, ça ne dort pas. Donc tous les facteurs sont là pour faire baisser l'immunité. Il y a une étude en double aveugle contre placebo qui a été faite pour évaluer l'action du probiotique pendant 3 semaines pour la prévention de la morbidité associée aux infections des voies aériennes supérieures. Vous savez, des cas qui viennent tous dans le campus, allez hop, tout le monde est contaminé. Donc ils sont stressés, ils sont de bêtes de sommeil, ils vivent confinés dans des dortoirs et on a donné du lactobacille et du bifidobactérie aussi simplement que ça. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils ont fait 2 jours de moins dans leur infection, sur un total de 6, et qu'on a réduit de 34% les symptômes. Pour un étudiant qui est en pleine prépa, c'est pas bien. Et donc, ils leur ont conféré une meilleure qualité de vie, une résistance accrue aux pathogènes respiratoires ambiants. Et puis, il y a une autre étude qui a fait l'impact d'un symbiotique, cette fois on a ajouté même des prébiotiques, sur la santé intestinale et sur la résistance aux infections. On a pris 230 participants pendant 90 jours et on a combiné 3-5 souches de lactobacille et du bifidobactérie avec des phosphes et des gosses. Et on a démontré, pareil, qu'il y a une diminution du nombre et de la durée de la sévérité des infections. Et là, donc la combinaison marche très très bien aussi. Il y a une synergie entre les bactéries et entre les prébiotiques qui vont exercer une action immunomodulatrice. Donc la grippe, alors là c'est un sujet qui est très important. Moi, c'est des choses qui vont systématiquement de mon ordonnance. Bien sûr, je fais un peu de phytothérapie. L'équinacée pour moi est le meilleur allié. Vous savez, vitamino-phytothérapie. Une petite astuce, c'est vitamine C, D, zinc et l'équinacée. Et puis, je donne toujours un probiotique. Pourquoi? Parce que la grippe perturbe l'équilibre de la flore. Toutes les gens qui ont des grippes, ils peuvent même devenir consultés pour des troubles digestifs à la base, avant de développer les symptômes de la grippe. Ça affaiblit les défenses immunitaires pulmonaires et ça favorise les surinfections bactériennes. On va comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, on voit que malgré les campagnes massives de vaccination, on a toujours des millions de morts, surtout chez les personnes âgées, chez lesquelles on observe le déclin de lactobacilles et de bifidobactéries. Et les formes graves, qui sont toujours liées à des pneumonies provoquées par la surinfection bactérienne. Et donc, l'activité du microbiote intestinal, qui est en dysbiose, qui est déséquilibré, en cas d'infection virale, il rentre en action. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une diminution de la production de ces fameux acides gras à chaîne courte, qu'on voit partout. Les bonnes fibres, les butyrates, on les voit partout, parce que même dans l'obésité, ils sont incriminés. Moins de butyrates, ça veut dire pas de GLP1, pas de GLP2, donc pas de réparation de la perméabilité intestinale et pas de satiété. Donc on les voit partout. Donc, et on voit chez les personnes grippées une réduction drastique de ces acides gras à chaîne courte. C'est ce qui crée la dysbiose. Et donner des acides gras à chaîne courte, il permet d'augmenter l'immunité. Et ça a été prouvé scientifiquement et ça donne au poumon plus de chances de se défendre. Et donc, en cas de grippe, la dysbiose du microbiote, elle réduit la production d'acétate, ce qui compromet les défenses immunitaires pulmonaires et ce qui fait que ça ne protège plus les poumons contre les bactéries. Et là, on en revient que ébloui par certaines médecines qui étaient bien avant-gardistes que la nôtre, et la médecine chinoise, qui ont toujours placé dans le même axe les poumons et l'intestin. Dans la médecine chinoise, vous partez pour un problème bronchopulmonaire, ils vous donnent un traitement de l'intestin. Ils sont dans le même axe, ils ont compris, bien avant tout le monde, il y a des milliers d'années, parce que notre médecine est faite de 100 ans, de 200 ans, ils ont compris que renforcer l'intestin, ça permettait de mieux défendre les poumons. Et donc, l'alimentation est aussi importante dans ce rôle, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe quand on est grippé? On perd l'appétit.
on perd l'appétit, on mange plus de prébiotiques. On mange plus de prébiotiques, et bien on fait une dysbiose. Malheureusement. Et donc, pour préserver l'intégrité du microbiote et renforcer les défenses immunitaires, d'abord, il faut manger quand on est grippé. Tout ce qui est chaud, les légumes, les fruits, faire des soupes, etc. Mais il faut prendre aussi des probiotiques. C'est très important. Et donc, il est très déconseillé. D'ailleurs, il est très déconseillé de faire des régimes hypocaloriques. On parle de micronutrition aujourd'hui, mais surtout en période d'hiver. Ce n'est pas du tout la bonne période. Vous allez un matin et dire je vais perdre des kilos et je vais faire un régime drastique. On le fait, on va tomber malade. On va créer une dysbiose. Ah oui, aujourd'hui on a compris. Régime draconien, carence micronutritionnelle, yo-yo, et puis on perd notre santé au passage. Donc on a compris aujourd'hui, on a d'ailleurs la micronutrition fait des miracles sur l'obésité. On a fait une étude au Maroc, moi je suis fier de la partager avec vous, sur l'apport de la micronutrition, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que j'étais content de lancer à mon avis des choses. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur ce livre et ces études pour créer des profils micronutritionnels et les résultats sont extraordinaires. On a fait une étude sur 5 ans qui a porté sur 700 patients. Et il y a une perte de poids moyenne de 15 kg chez ces patients avec un record de 40 kg chez les femmes. Et on a un record au Maroc. On vient de boucler l'histoire, le plus gros patient au Maroc. Il y a un patient de 303 kg. Oui, marocain. Aujourd'hui, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, il fait d'insulinorésistance, qu'on a trouvé le terrain, et on l'a fait baisser jusqu'à 170 kg, rien qu'avec la micronutrition. De 303, pas 2 jours de régime drastique avant de lui faire un bypass. Le patient une prise en charge pluridisciplinaire, et aujourd'hui, il a 130 kg. Il a 130 kg, c'est toute une histoire, donc oui, la micronutrition, elle marche. Alors aujourd'hui, oui, on a de nouvelles stratégies thérapeutiques que les scientifiques ont démontré que cette sensibilité à la surinfection bactérienne peut être corrigée par un traitement d'acétate chez la souris et donc donner l'acétate ou une molécule similaire, donc donner des prébiotiques, peut améliorer l'immunité et donc aujourd'hui donner un symbiotique quand vous traitez vos patients qui ont la grippe. D'ailleurs, cet axe intestin-poumon est un axe bidirectionnel parce que les infections respiratoires sont souvent accompagnées de symptômes digestifs et la dysbiose et il y a des troubles respiratoires et des infections pulmonaires. Généralement, les clostridies et les bifidobactéries sont liés à l'âge au début de vie et un microbiome sain, c'est égal à un système immunitaire tolérant dans l'intestin. On va parler d'un microbiome moins diversifié. C'est une inflammation pulmonaire et ça peut induire à la mort par infection. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de la diversité du microbiote et donc mort accrue par infection virale respiratoire, une augmentation de la mortalité associée à une réponse immunitaire défectueuse et trop inflammatoire, augmentation des cytokines inflammatoires et réduction des lymphocytes régulateurs dans les poumons et l'intestin. On va parler du Covid un peu, bien sûr, incroyable. Le Covid est bactériophage, puisqu'on a découvert de l'ARN viral dans les selles de malades et même des virus vivants. Ça confirme le lien entre le corona et l'intestin. Qu'est-ce qui fait? Il infecte des cellules dotées à leur surface de ces fameux récepteurs ACE2, auxquels s'associent les protéines S, dont est orné le virus. C'est présent dans le système des cellules respiratoires et puis aussi dans le tube digestif, ce qui fait de la muqueuse intestinale un réservoir pour le coronavirus. C'est pour ça que les selles étaient contagieuses. Ils contenaient des virus vivants et le malheur, c'est que plus on est en dysbiose, plus ces récepteurs sont nombreux. Oui, bravo. Et donc, le séquençage du microbiote des patients les plus atteints, surtout ceux qui sont décédés, on a vu un déclin significatif de ces deux bactéries de l'immunité, que sont le bifidobactéries et le lactobacille, et une augmentation des bactéries opportunistes qui sont les corneobacterium et le rutnebacterium, qui sont fortement corrélés à la sévérité de l'hypoxie. Et donc c'est un cercle vicieux entre hyperinflammation, dysbiose intestinale, qui constitue un risque élevé de détresse respiratoire fatale et de mort.
Et donc, le séquençage génétique du microbiote de plusieurs malades, qu'est-ce qu'il a révélé durant le Covid? Eh bien, il a révélé une bactérie pathogène qu'on connaissait avant, la fameuse Prevotella. Et c'est cette Prevotella qui contenait de l'ADN du virus Covid. Donc, le Covid avait colonisé la Prevotella, et déjà avant le Covid, chaque fois qu'il y avait une infection pulmonaire, virale, qui se surinfecte, et ben on trouvait la Prevotella dans l'intestin. La Prevotella, c'est la signature de la surinfection bronchique. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on donnait l'azithromycine à petite dose. Et bien la Prevotella est sensible à l'azithromycine. Est-ce que vous pensez qu'un demi-comprimé d'azithromycine allait enlever une infection dévastatrice? Non. En fait, avec ce demi-comprimé, on réduisait la population de la Prevotella et on donnait plus de chance à notre intestin de nous défendre. Donc voilà ce lien entre le Covid et l'intestin, et donc les probiotiques pourraient s'avérer utiles dans la prise en charge du Covid-19, surtout devant une dysbiose intestinale, et donc une diminution du bactérie de lactobacilles, avec bien sûr un soutien micronutritionnel. Il faut donner une bonne alimentation riche en micronutriments et donner un symbiotique pour prévenir le risque d'infection secondaire. Moi, je vous ai dit, je donne vitamine C, D, zinc, je donne biotinacée, je donne un symbiotique et je donne de la N-acétylcystéine. La marque, elle est vraiment magique. Au-delà d'être un détoxicant universel, au niveau pulmonaire, en fait, elle est thrombolytique et elle est anti-adhérente plaquettaire. Et c'était les deux choses qui tuent le plus dans le Covid. Donc, chaque fois que vous avez un syndrome grippal, pensez à la N-acétylcystéine. Elle est vraiment magique. Elle nous a permis de gérer des patients multipart à domicile à 60 et 75% d'atteinte pulmonaire. 600 mg par jour, en plus, on peut de 600 à 1200. De 600 à 1200. Bon, on l'a aujourd'hui en médicament qui est remboursable, si on ne veut pas la donner en complément alimentaire. En sachet, dosé à 200 mg. Voilà. Donc voilà, pour cette partie du Covid, dans la bibliographie équitable, de toute façon, je partagerai ma présentation avec vous, je donnerai mon mail à la fin, si vous voulez, puisque là, c'est une synthèse de plusieurs articles qui sont publiés sur PubMed, vous pouvez les voir à tête reposée. Alors, on va arriver à la dernière partie, puis on va parler de cette souche qu'on appelle le Lactobacillus johnsoni, que je trouve qu'elle cache toutes les cases d'un bon probiotique. Alors, elle a des applications cliniques exceptionnelles parce qu'elle est antagoniste des agents pathogènes, elle contrôle la réponse immunitaire muqueuse systémique, elle réduit l'inflammation chronique, modulation de troubles métaboliques et une amélioration de la barrière épithéliale en sorte. Elle nous permet de maintenir cette homéostasie de l'autre et dans cet équilibre dans notre microbiote. Alors, première chose importante, eh bien, elle présente une résistance exceptionnelle à l'acide gastrique et une tolérance modérée aux acides biliaires. Et là, ça n'a pas de prix. Pourquoi ça n'a pas de prix? Parce qu'on voit de toutes les bactéries, voilà, on voit qu'elles résistent même à un pH de 1,2. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on la donne en gélule, on peut parfaitement enlever la gélule et la prendre directement. Oui, elle est blindée. Et puis, on voit qu'elle est dans la moyenne, dans les sécrétions des cellules biliaires. Et ça, c'est la viabilité de notre tractus intestinal, qui est une étape utile pour avoir cette domination probiotique. Et ça permet de donner des milliards si au premier passage, hop, elle est détruite. Première des choses, on va aller plus loin, et donc elle adhère le plus fortement aux cellules calciformes. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que ce sont les cellules calciformes qui sont sécrétrices. Et on voit, c'est la première, on donne, le jaune c'est les cellules calciformes, et on voit qu'elle adhère très bien aux cellules calciformes. Et l'adhésion bactérienne à l'épithélium intestinal, ainsi que la sécrétion de mucus associés sont considérés comme un critère probiotique important. Donc, il ne suffit pas d'arriver, il faut arriver et coller à l'épithélium. Deuxième chose qui est importante. Alors, troisième chose qui est importante, c'est qu'elle a une action antipathogène. Et donc, elle va éliminer, coller aux germes pathogènes, aux mauvaises bactéries pour les éliminer par voie fécale. Et là aussi, l'action pathogène est une condition nécessaire pour avoir
la dénomination probiotique. Et en dernier lieu, et ça c'est très intéressant, c'est qu'elle est détectable dans l'intestin humain longtemps après son ingestion. Elle fait 30 jours. Oui, 30 jours. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Voilà, on voit le pic, il est à 30 jours, c'est les ronds. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, on va la prendre juste une semaine par mois. On n'a pas besoin de la prendre chaque jour. Une semaine par mois, et on renouvelle ça le mois d'après. C'est quand même c'est économique, et puis pour l'observance, ça n'a pas de prix. Donc, c'est vivant à dose efficace de la phase ultime avant d'être enregistré dans la Banque internationale des choses microbiennes. Pour l'immunité de mois suffisent. Donc, c'était autre chose, on va prendre plus. Voilà, on va prendre plus. Donc, voilà les caractéristiques déjà passage du tractus gastro-intestinal, ensuite résister aux cellules biliaires et puis bien adhérer et puis rester vivant dans l'intestin. Alors, les propriétés, ben oui, d'abord, elle améliore la fonction barrière intestinale et la réduction de l'inflammation intestinale, d'abord par la production de métabolites bénéfiques, l'acide lactique, le peroxyde d'hydrogène, les peptides antimicrobiens et les hydrolates des cellules biliaires qui vont inhiber les pathogènes et améliorer la fonction du microbiome intestinal. Ensuite, la réduction de l'inflammation. Et ça, par l'activation d'inflammasones dans les zones pathogènes qui bloquent certains signaux et qui favorisent l'autophagie. Ensuite, c'est la réparation de la barrière intestinale en augmentant l'expression de protéines de jonction serrées, et donc qu'on appelle les claudines et les isoglyclodines, et en fait, c'est eux qui permettent aux cellules des entérocytes de rester collées et de ne pas créer l'hyperperméabilité. En faisant une immunomodulation, et là, c'est en stimulant les cellules dendritiques, en équilibrant les réponses immunitaires et en modulant les cytokines pro-inflammatoires. Et puis, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire en faisant ma recherche. Alors, vous avez la connexion cutanée intestinale, intestinale poumon, intestinale cerveau et même intestinale vaginale. Et là, elle colonise le vagin des femmes en bonne santé, elle exerce des propriétés antifongiques et favorise un microbiote vaginal équilibré. Oui. Aussi anti-hélicobactère, donc voilà l'impact d'abord sur la santé, il est résumé dans ces diapositives, et donc à travers les sécrétions de plusieurs choses, qui font une immunomodulation, même au niveau vaginal. Alors, deuxième impact sur la santé, ça contrôle les agents pathogènes et ça régule les réponses immunitaires dans le système gastro-intestinal. D'abord, par la production de composés antimicrobiens, ce sont des acides faibles, des acides lactiques par exemple, qui travaillent en synergie avec les peroxydes d'hydrogène, qui inhibent ou tuent des pathogènes comme l'Escherichia coli, la salmonella, la gardénia. Ça agit sur les structures de surface et puis ça donne l'agrégation de l'Helicobacter pylori, favorisant son élimination rapide. Et puis, grâce à la protéine de couche S qui inhibe la croissance de la Shigella tonei, et puis ça contient des structures comme les EPS et les LTA qui sont des récepteurs de liaison aux glucides et qui participent à l'agrégation aux muqueuses et à la compétition avec les pathogènes dans les sites de liaison. Rares sont les bactéries qui éliminent la lactobacillus. On a celle-là et on a le lactobacillus reuteri. Donc, rares sont les bactéries qui font ça. Ça a une action sur les pathogènes, et on l'a déjà dit, sur l'Escherichia coli, sur le staph enteritis. Et ces mécanismes combinés font de cette bactérie un acteur clé dans la modulation du microbiote et dans la lutte contre les infections pathogènes. Il y a même des mécanismes qui sont encore inconnus aujourd'hui, mais bon, oui, on n'a pas encore élucidé tous les mécanismes, mais ça contrôle les agents pathogènes comme la salmonella, l'Escherichia coli, etc. Et ça régule la réponse immunitaire dans le système gastro-intestinal. Et puis, ça c'est encore quelque chose d'incroyable, c'est un antagoniste efficace du candidat albicase, auquel on n'a pas souvent de solution, à part les liens alimentaires, les antifongiques, et puis l'origan, l'huile essentielle d'origan, c'est ce que j'ai dans mon arsenal thérapeutique. Et donc, ça permet la dégradation de la paroi cellulaire fongique, qui sécrète des enzymes hydrolytiques, qui dégradent la paroi cellulaire du candidat. Ça inhibe les biofilms sur lesquels ça tasse les candidats albicases. Ça a une action aussi sur le surfactant
qui empêche la formation des biofilms, qui réduit l'adhésion du candidat à l'épicase. Et puis, ça fait une inhibition de la morphogénèse hypienne. Et là aussi, c'est très très intéressant parce que ça réduit la pathogénicité du candidat à l'épicase, ça le rend moins virulent. Et enfin, ça agit en co-agrégation, ce qui fait que ça interfère avec l'adhésion du candidat à l'épicase sur l'intestin, puisque ça prend sa place. Il adhère très bien. Donc voilà, une autre indication de cette bactérie qui ont fait aujourd'hui, oui, certes, moi je trouve très très intéressant. On l'a testé surtout pour l'immunité, et ce qui est important, c'est qu'on donne une semaine par mois pendant 2 mois. C'est extraordinaire, moi je trouve que c'est intéressant, et puis on a toutes les choses à côté, donc c'est bien à connaître. Et puis aujourd'hui, on se dirige vers des souches dépendantes. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des probiotiques spécialisés. On le voit bien chez Pilège. C'est-à-dire, c'est celui du microbiote, c'est celui de l'immunité, c'est celui de la dermatologie. En fait, c'est des souches dépendantes. Et puis, en dernier lieu, ça permet une gestion des maladies inflammatoires, métaboliques et respiratoires. D'abord, en faisant une immunomodulation. Et donc, ça modifie la composition du microbiote en influençant le profil des métabolites produits par les bactéries intestinales. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, qui permet de libérer des substances et des vésicules ayant des effets anti-inflammatoires agissant à la fois localement et d'une manière systématique et systématique. Et enfin, ça a un effet sur les maladies respiratoires, puisque ça réduit la sensibilité aux réponses TH2 allergiques et aussi aux infections, les VRS. Donc ça agit sur le volet infectieux et sur le volet allergique, et puis ça a un impact sur les maladies chroniques, puisque ça influence l'apparition à la progression de maladies auto-immunes métaboliques en modulant la réponse immunitaire et métabolique. Donc vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Je tenais à partager plus profondément les études, puisque j'ai une très belle bibliographie que je peux partager avec vous, que vous pouvez lire à tête reposée. Moi, je vous fais juste le résumé de cette bibliographie. Certes, le laboratoire a placé ce produit comme un médicament d'immunité, mais moi, j'ai vu, au-delà de l'immunité, plusieurs indications intéressantes à faire. Donc, pour ne pas faire très long, je vais conclure. Alors, le microbiote joue un rôle essentiel dans le maintien de notre santé globale, parce que ça influence des aspects aussi variés que la digestion, l'immunité et même notre bien-être mental. J'ai dit dans l'introduction, en expliquant le lien entre la dépression et le microbiote, et soigner son microbiote c'est les 1000 premiers jours, ça commence même avant la naissance. Nous, les citadins, nous sommes défavorisés. Donc, il faut les week-ends, au lieu d'aller dans des restaurants et emmener vos enfants jouer dans des fast-foods avec plein de mauvaises bactéries, emmenez-les plutôt être en contact avec la saleté propre, avec la nature. Changer ces microbes, on le fait aujourd'hui. On fait des transplantations fécales, mais malheureusement, les indications sont limitées. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On va introduire les bons probiotiques. Donc, on a la preuve scientifique qui agissent sur notre santé, en choisissant nos bons partenaires, nos bons laboratoires qui font de la recherche et développement. Et puis, face aux défis posés par le mode de la vie moderne, il est crucial de protéger, de nourrir ce second cerveau, véritable acteur clé dans notre équilibre intérieur. Donc, investir dans la santé de notre microbiote, c'est investir dans la santé future. Alors, pour conclure, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Pour ceux qui ont fait le DU de micronutrition avec nous, j'invite les autres à le faire parce que c'est très intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, on a créé ce qu'on appelle l'Académie supérieure des médecines holistiques de l'Ontario Afrique. C'est un partenariat qu'on a créé avec une école de médecine douce au Canada à 35 ans d'existence pour créer une école de formation en ligne en nutrition holistique, en homéopathie, en phytoénergétique et en naturopathie. C'est 100% OIA, 100% autonome. Vous pouvez étudier chez vous, passer vos examens tout seul, assisté par une intelligence artificielle, c'est une première en Afrique. Et elle est à la clé d'un diplôme canadien, reconnu au Canada. Bon. Voilà. Ça, c'est 3 ans de travail pour mettre ça en place. Moi, je vous invite à visiter le site et puis vous lancer dans l'aventure. On a négocié des prix spéciaux à l'Afrique quand vous vous connectez de l'Afrique. C'est des prix qui ont été étudiés pour l'Afrique. Donc, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'une question. Pour la présentation, c'est karim@touali.m à mon mail. Et puis, pour mon contact, merci de scanner le code QR et merci.